Merlotte et Pierre Route. Normalement, Jean-Paul de nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je vous propose de commencer. Et avant de commencer l'ordre du jour, vous savez que Michel Bastin nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Michel Bastin fut un ancien conseiller communal dans les années 90. Et donc, je vous proposerai de commencer par une minute de silence en hommage à sa mémoire. Pour la presse, mais si on s'est levé, ce n'est pas pour ton arrivée, non. C'est en mémoire de Michel Bastin, qui fut conseiller communal dans les années 90 et qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Point numéro 1, procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Anne-Michel? Oui. 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 Le point numéro 2 dès lors. Place Péimer, boulevard de Villers-Saville. Donc il s'agit de la création d'un emplacement de parking réservé aux personnes à mobilité réduite suite à la demande qui a été faite par une personne qui dispose bien d'une carte handicapée et qui éprouve d'énormes difficultés pour se déplacer. Et donc, nous proposons de créer un emplacement handicapé qui sera dédié à toute personne, évidemment, qui dispose d'une carte de stationnement PME. Oui. Oui. Moi, j'ai juste une petite suggestion en voyant les photos de l'endroit. Sur la photo, c'était assez évident que les voitures sont... donc, on va créer l'emplacement assez logiquement sur la route. Et les voitures sont toutes garées à cet endroit-là sur les trottoirs. Et donc, est-ce que ce ne serait pas judicieux, en plus de créer cet emplacement, peut-être d'en créer d'autres dans la route, sur la rue, quoi, pour éviter que les gens, en tous les cas pour les inciter à ne pas se garer sur le trottoir, mais plutôt sur les emplacements prévus, puisqu'on va en créer un pour la personne qui est PME. Le gouvernement doit de toute façon faire l'objet d'une réorganisation pour le stationnement, mais qui dit réorganisation du stationnement dit souvent difficulté et grincement de dents, donc il faut avoir une vue d'ensemble pour l'ensemble de la route, et pas juste pour ce point-là. En attendant, ce monsieur ici, on n'allait pas attendre d'avoir la vue d'ensemble pour lui faire sa place PMR. Et donc voilà, mais ça doit se mettre dans une vue d'ensemble pour toute la route. C'était bien ma suggestion. Anne-Michel? Oui. 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 Oui, bien mis en voie. Arrêté de police que j'ai pris le 3 février 2023, une prise d'acte pour 12, 3, 4, 5 arbres qui sont dans une situation sanitaire difficile le long de la RN 275 et pour des raisons de sécurité, évidemment, on a pris un arrêté de police d'urgence pour l'abattage de ces arbres. Anne-Michel? Oui. 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 Mais c'est Oui. pas une prise d'acte. C'est une prise d'acte. Je dis oui aussi, mais j'ai lancé trop vite, c'était une prise d'acte. Tout à fait. L'habitude. Le point 4, le cadre du personnel, modification, approbation. Comme vous l'avez vu, il y a quelques modifications dans le cadre du personnel. D'une part, on essaie de le faire coller évidemment le plus possible à la réalité et aux avancements de carrière des uns et des autres, mais également, et c'est là où il y a une forte différence, on a intégré cette fois-ci l'ensemble du personnel de nettoyage dans le cadre. Donc,
ça fait 1 an qu'on a fonctionné avec un service de nettoyage interne, qu'on est content de la situation et que donc on a décidé de le pérenniser. Et donc on a inscrit ces auxiliaires professionnels en plus dans le cadre que l'on vous propose. Oui. Ouais, j'ai juste une question qui est liée mais qui n'est pas sur le cadre en tant que tel. Pour avoir un peu une vue plus large de finalement comment le cadre est utilisé, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on nous mette à disposition l'organigramme de l'administration et je ne sais pas où on en est dans les descriptions de fonctions, mais pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble en fait. C'est juste ça. L'organigramme est passé au niveau du collège il y a quelques semaines, les descriptions de fonctions, on passe salle après salle, on fait comme ça au niveau du collège, donc vous les avez dans les ordres du jour. Ok, merci. Sur le cadre en tant que tel, Anne-Michel. Oui. 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 Alors, recrutement à titre statutaire d'un employé d'administration au niveau des 6 et d'un employé d'administration à Oun. Administration au niveau des 4, d'une part au service population et au service travaux. Il s'agit de compléter le cadre et de permettre à ceux qui sont dans les conditions de pouvoir être nommés. On continue notre travail de nomination depuis des années et on compte bien le faire à l'avenir également. Anne-Michel. Oui. 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 Et oui, le point suivant, l'SBLERGO 2.0, ergothérapeute de quartier et de la campagne Vivre et Vieillir en Santé, approbation de la convention de partenariat. Michel, c'est à toi. Voilà, donc en collaboration avec Eric, j'ai souhaité organiser cette conférence pour nos personnes du troisième âge, qui s'intitule Vivre et vieillir en santé. Alors le but étant de garantir le maintien à domicile le plus longtemps possible, en mettant à disposition un outil qui est en fait sous la forme d'une application, mais qui sera disponible tant en version papier que tablette que smartphone, et qui permettra de pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec des ergothérapeutes de quartier et prévenir ainsi la perte d'autonomie. Alors c'est une application qui est appelée ICOP et qui sera présentée lors de cette conférence, qui permettra donc à chacun de garantir un vieillissement en bonne santé et réagir dès les premiers signes d'une baisse de capacité fonctionnelle. Alors une auto-évaluation portant sur les fonctions sensibles telles que, on aura la mobilité, la nutrition, l'humeur, l'audition, la mémoire et la vue. Alors j'ai pris contact avec des ergothérapeutes de notre entité et certaines évidemment sont intéressées de participer à ce projet. À l'issue de cette conférence, divers ateliers pourront être organisés, notamment la prévention des chutes, ça ce sera à voir en fonction de la demande. Et donc je vous demande ce soir d'approuver le projet de convention et de partenariat avec Ergo 2.0 pour l'organisation gratuite de cette conférence et des ateliers qui y suivront également. Elle aura lieu donc, je le rappelle, le 22 mai à 19h30 dans la salle du conseil. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, Robin. Oui, donc tu dis que c'est une application, donc je dis sur papier, donc ça veut dire qu'il y a vraiment... C'est ça aussi. Par rapport à la version numérique. Ils seront encadrés par des ergothérapeutes de quartier, donc les aideront justement à pouvoir remplir et s'auto-évaluer eux-mêmes. Et du coup, prendre une décision, soit qu'ils seront accompagnés parce qu'ils vont bien voir que leur capacité est tellement belle qu'ils devront peut-être s'orienter vers des maisons de repos, mais alors ils seront accompagnés pour le faire, mais en attendant, ils ont encore leur autonomie chez eux. Et c'est ça que je trouvais en tout cas très intéressant. Juste par rapport à Voilà. D'autres questions à Michel? Oui. 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 Et oui. Alors, le point 7, IMIO, les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2023. Est-ce que je peux considérer l'unanimité?
Idem pour le point 8, pour créatif, les points portés à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 2 juin. Unanimité. Le point 9. Alors, vous vous souvenez que il s'agit de la convention avec Enodia et la vente de Brutélé, liée à vous d'ailleurs, la vente à Orange. Vous vous souvenez que, je pense que c'est en 2021, nous avions accepté au niveau du conseil communal, accepté l'offre qui avait été faite par Enodia pour le rachat pour le rachat et l'inclusion de Brutélé dans la vente de vous, et dès lors de faire un appel pour savoir, pour vendre les deux sociétés, l'intercommunale et vous. Vous savez que le marché a été attribué à Orange et que fin mars, l'Union européenne a accepté l'offre, a accepté tout le processus et a accepté que la vente soit réalisée au niveau de Brutélé, vous, vers Orange, et que donc toutes les implications qui sont liées à cette convention et à cette vente puissent être devant être approuvées à l'unanimité des communes qui sont associées dans le cadre de l'intercommunal. Ce qui fait que pour la commune de Villers-la-Ville, c'est 3 millions d'euros qui vont revenir dans l'escarcelle communale. Je dis 3 millions, il y a 300 000 euros, c'est-à-dire 10% qui sont installés, qui devront être logés dans un fonds de réserve, de façon à ce qu'on puisse, d'une part, gérer les problèmes qui pourraient apparaître dans cette vente au niveau de chez Orange, mais aussi toute la gestion du fonds de pension, je pense qui est de l'ordre de 90 millions d'euros, je parle de mémoire. Et donc que ce fonds de pension soit géré et par les bourgmestres et les secrétaires communaux ou directeurs généraux, ça dépend un peu si on se retrouve à Bruxelles ou en Wallonie, mais que dans la même décision, on propose que ce soit géré par un bureau d'avocats qui gère pour les intérêts de l'ensemble des communes, de façon à ce qu'il y ait une vision claire de la situation. Et je vous avoue très sincèrement que, vu la technicité de la problématique, c'est quand même plus intéressant que ce soit géré par un bureau spécialisé en tant que tel. Et donc, nous devons aussi donc nous charger tous les deux, la directrice générale et moi-même, ou les personnes que nous désignerons après la réalisation de la session des parts communales, de prendre en concertation avec les directeurs généraux ou secrétaires communaux des autres communes associées de Brutélé les décisions liées à la suite de la réalisation de la session, comme je viens de dire, la gestion de la réclamation, la libération de la partie cantonnée du prix et la désignation avec Enodia, du ou des gestionnaires de fonds qui assureront la gestion des investissements, du montant de provision afférente aux cotisations de responsabilisation relatives au personnel statutaire. Parce que nous avions au sein de Brutélé aussi une série de membres du personnel qui étaient statutaires et que donc la volonté était de garder ce personnel statutaire, mais ça engageait un certain nombre de responsabilités que nous gardons, en tout cas, nous gardons la responsabilité de cette statuarisation, et donc Orange, parce que Orange n'a pas de statut, et donc ça permet de préserver les acquis du personnel jusqu'à la fin de la carrière, le cas échéant. Donc voilà dans les grandes lignes. Je pense que vous avez tous suivi la presse, vous avez tous suivi ceux qui étaient les assemblées générales de Brutélé pour savoir ce qu'il en était. Et le dossier qui était bien disponible ici, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, dans le projet de délibération, il y avait le fait que la prise en charge des frais de conseil d'Enodia était faite aussi par cette convention, quoi. Et donc je me demandais, est-ce que c'est classique que les frais, la prise en charge, donc la convention prévoit aussi la prise en charge des frais de conseil d'Enodia, donc de l'acheteur. Et donc je me demandais, voilà, est-ce que c'est classique que finalement c'est le vendeur qui assure le conseil
de l'acheteur ou voilà pour C'est la convention qui a été établie par eux. Donc, je ne sais pas si c'est habituel. C'est pas souvent que je m'occupe d'une ligne. Enfin, que je m'occupe. Non. Je me suis occupé de la liquidation de la PV. Ici, je ne sais pas du tout si c'est dans les habitudes ou pas, mais enfin, apparemment, c'est ce qui a été convenu entre le vendeur et l'acheteur, et apparemment qui est autorisé et par toutes les autorités de tutelle et par l'Union européenne, et également par l'ensemble des communes. Vu que toutes les communes doivent prendre les mêmes décisions, vu que le modèle de délibération est le même pour l'ensemble des communes qui sont actionnaires chez Brut Télé, et il y a quand même, je ne sais plus pourquoi, une trentaine de communes, 30 communes. Il y en a 7 dans le Brabant wallon. 7 dans le Brabant wallon. Oui, mais 30 au total. Oui. 30 au total. Mais je ne sais pas, au matin j'ai entendu un communiqué. Je ne sais pas si Madame Vassiliou ou pas. je vais juste poser encore une petite question, mais je ne sais pas si on a la réponse ou pas. Il est mis aussi donc que le cabinet d'avocats il est choisi parce qu'il a l'habitude de travailler en fait avec Brut Télé, avec Enodia, avec Netis, avec vous. Et donc ça aussi, moi je trouvais ça un peu bizarre à la lecture de me dire, dans un sens, il travaille pour les deux, enfin il a l'habitude de travailler pour les deux parties, donc comment est-ce qu'on s'assure que, de sa neutralité, qu'est-ce qui a été prévu à ce niveau-là, etc. Je pense que je n'en sais rien, très sincèrement je n'en sais rien. Donc je ne suis pas à la base et je ne sais pas du tout quelles ont été les tractations pour établir, pour choisir ce bureau d'avocat, d'une part. Et deuxièmement, je pense que dans ce cadre-là, si c'est pour avoir une concertation entre l'acheteur et le vendeur, autant avoir un cabinet qui a la confiance des deux. Un. Deux, à partir du moment où... comment j'ai exprimé les choses pour être clair. À partir du moment où il y a autant de communes, 30 communes, avec des montants aussi différents, parce qu'il y a des communes qui touchent 1 million d'euros, mais il y a Charleroi qui en touche 67. 67 262. Ça, c'est l'estimation de libération après closing, c'est-à-dire à peu près les 10%. Et on a celle qui touche le moins, j'ai 1 159 qui est Merle-le-Château. À partir du moment où il y a autant de différences d'intérêt, j'ai envie de dire, entre toutes les communes, et autant de philosophies différentes, parce que les aspirations de Charleroi ne sont pas les mêmes que celles de Villers-Staville ni de Beaurechin, donc c'est quand même pas mal d'avoir plutôt un bureau d'avocat qui gère ça, ou un bureau spécialisé en tout cas, plutôt que de demander à 30 personnes de se mettre à 30 personnes, pas deux quelque part, parce qu'il y a les directeurs généraux, il y a les bourgmestres, de mettre 60 personnes d'accord autour de la table. Je pense que c'est plus facile que sur un bureau d'avocat. Mais ce n'est que mon humble avis. Ah, mais c'est un avis que je partage, mais moi je m'interrogeais sur les dispositions un peu plus de la Convention. Et enfin, je pense que c'est ça quand même qu'on s'y intéresse, parce que finalement, ici, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et ça me semble quand même logique qu'à partir du moment où on engage la commune, on se pose ces questions-là. Donc, c'est pas du tout, je dis pas du tout que c'est votre responsabilité, mais c'est peut-être dommage que Brut Télé ne vienne pas expliquer dans les conseils communaux ce genre de choses. Normalement, ils peuvent le faire d'ailleurs, les intercommunales peuvent faire ça. Venir l'expliquer, expliquer la convention qu'on doit voter, parce que finalement, on s'engage quand même. C'est des sommes considérables, quoi. Vous les avez citées. Et donc voilà, ça vaut quand même la peine de se demander ce qu'on vote, en fait. Je vais quand même rappeler que le premier lieu où ça se discute, c'est au conseil d'administration de Brut Télé, à l'Assemblée générale, où chacun des partis traditionnels, appelons ça comme ça, ou même non traditionnels, sont représentés. Donc, à un moment donné, les vraies questions à poser, c'était aux assemblées générales. On a tous des représentants ici qui étaient présents, j'espère, qui étaient en tout cas invités. Donc, les questions techniques, je pense que c'est surtout là qu'elles devaient être posées. Autant à la PB, on était à la manœuvre en direct, autant ici, malheureusement, il faut un peu se fier à nos représentants locaux qui étaient sur place, à nos représentants politiques, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, qui sont dans les conseils d'administration, où tous les partis sont représentés. Donc je pense que de ce côté-là, on peut, j'espère en tout cas, avoir confiance. Mais de toute façon, sur le principe de la vente,
Ça fait depuis 2018 que ça se discute. Il faut quand même savoir que je pense, mais ça c'est philosophique et c'est personnel, je pense que c'est un peu partagé ici autour de la table, que les communes, via une intercommunale, n'ont pas vocation à avoir comme core business le core business de Brutélé et à faire la télédistribution, à faire des plateformes numériques et ce genre de choses. Ce n'est pas notre core business, c'est pas à nous faire ça. On gère l'eau, l'électricité, les déchets, le cas échéant, ou d'autres aspects économiques et j'en passe, mais la télédistribution et éventuellement des plateformes numériques, je pense que c'est pas notre job. Oui, vraiment, enfin, je dis, là, je n'ai rien du tout contre la vente, c'est pas ça du tout. C'était vraiment une disposition ici. Et je pense que ceux qui ont quand même le souvenir de comment est né Enodia, donc comment le nom Enodia, cette organisation est devenue Enodia, peuvent quand même comprendre que quand on est conseiller communal, c'est quand même intéressant de se poser des questions sur ce qu'on vote. Je rappelle quand même... Ben d'accord, mais moi je n'y suis pas. Je n'y suis pas, je suis désolée. Vous avez des gens qui y sont et qui ne viennent pas. Oui, et on reçoit l'ordre du jour 7 jours francs avant, donc désolé, je n'ai pas vraiment eu le temps de commencer à interroger tout le monde. Voilà, il y en a d'autres ici qui travaillent aussi autour de la table. Donc voilà, le temps d'aller voir les dossiers, j'ai été voir, si tu veux des précisions, j'ai été voir les dossiers lundi entre 2 réunions. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait dans le dossier ou pas et de commencer à contacter avant ce soir. Voilà, c'est tout. Et donc, je dis juste que ça me semble ça, de se poser des questions. Et Enodia, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'ancien Publifin, en fait. Hein, donc, voilà. D'une part, je peux entendre qu'il y ait des questionnements, et j'en ai aussi, on ne va pas le cacher. D'un côté, dire qu'on découvre maintenant la convention telle qu'elle est proposée, on va quand même rappeler que c'est l'acceptation de la vente que nous avons fait en 2021. C'est juste la réalisation de cette vente-là. Hein. Et des réunions qui ont eu lieu, et je sais qu'elles ont eu lieu dans les divers instances de tous les partis politiques traditionnels. Jean-Pierre, tu voulais poser une question? C'est parce que ce matin, j'ai quand même entendu dans la presse, je ne sais pas si tu l'as entendu aussi, qu'il y avait un bourgmestre qui portait plainte, qui n'était pas d'accord avec cette vente. Il y a eu un communiqué de presse ce matin. Je ne sais pas si c'était le nom parce que on n'est pas à huis clos, mais il y a un bourgmestre qui n'est même pas concerné par ça, mais qui dit que c'est illégal. Oui, je vais reprendre l'expression qui a été dite à ma gauche. Ça doit être quelqu'un qui est jaloux, mais c'est une... voilà, ça suivra son cours, le cas échéant. Je pense que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que l'ensemble des bourgmestres et des conseils communaux, des 30 communes soient d'accord et décident la même chose avant le mois de mai, ou non, c'est avant le 15 mai, il y a une date, le 15 ou le 31 mai, et qu'on décide la même chose de façon à ce qu'on puisse avancer dans cette vente et quelque part récupérer un peu d'argent. Parce que, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, ces montants-là, ce sont des parts, des parts qui ont été prises historiquement par la commune de Villers, qui sont présentes au bilan, c'est de l'argent, c'est pas négligeable. Anne-Michel. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Le point suivant, construction d'un préau et de 3 passages couverts à l'école de Marbais. Approbation des conditions et du mode de passation de marché. Vous vous souviendrez, Philippe, tu veux en dire un mot? C'est relativement simple. Nous allons faire un préau devant la porte d'entrée d'une certaine importance. Nous allons couvrir le passage qui va de l'entrée de la propriété jusqu'au préau principal. Nous allons couvrir le fameux passage en béton. Et surtout, nous allons également couvrir le petit passage entre les deux préfabriqués pour protéger les matériels qui passent par là lorsque la météo est défavorable, tout simplement. Et donc, c'était un dossier qui était inscrit dans le programme priorité de travaux en 2021 et le dossier a été revu en fonction du permis d'urbanisme qui a été obtenu ce 13 janvier 2023. Et pour information,
Le lot 1, il s'agit donc du passage entre, du côté de la section maternelle, on est à une estimation de 20 500 euros TVAC. Pour le passage en section primaire, le long passage qu'on va couvrir, on est à 54 000 euros TVAC. Et pour le préau devant l'entrée principale de l'école côté primaire, on est à 194 000 euros. Mais évidemment, il y a un subside qui était prévu vu que c'est dans le cadre du plan prioritaire de travaux. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, moi j'avais des questions par rapport au passage couvert sur donc celui qui est, je comprends tout à fait le sens du passage couvert, enfin, du côté des maternelles, puisque ça permet de relier les préfabriqués, notamment où les enfants font la sieste, à l'école. Mais je ne comprenais pas très bien le sens de couvrir le chemin comme ça, l'allée pavée, qui va vers l'entrée en fait. Et donc pourquoi choisir de faire ça au final c'est quand même un budget de 54 000 euros pour ça. Et donc je me demandais quel sens ça a de faire cette couverture-là, alors qu'il y a peut-être d'autres, voilà, ça aurait peut-être pu être mis dans autre chose, quoi. Donc d'une part, c'est vraiment à la demande de l'équipe pédagogique, pour la raison suivante, c'est que lors des garderies, il faut savoir que les parents qui vont chercher les enfants en maternelle et puis en primaire ne peuvent pas passer par l'intérieur de l'école. Et donc sont obligés de ressortir et de retraverser tout le passage de ce côté-là pour aller chercher les enfants au niveau de des primaires, et que donc il a été souhaité d'avoir un passage bien couvert de façon à ce que les gens soient quand même à l'abri le cas échéant lorsque la météo n'est pas favorable, et en Belgique elle est plutôt souvent défavorable. Donc voilà ce qui a été avancé comme demande, et demande à laquelle nous avons fait droit. Michel. Oui. 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 Oui, le point suivant concerne aussi les écoles. Il s'agit de réfection des cours de récré de l'école de Villars et de l'école de Marbizou. Il s'agit simplement de réasphalter les Oui, deux. on remet en état la cour de Marbizou, et à Villers, c'est la cour du haut. Donc la cour qui se trouve au-dessus, tout simplement. Donc qui était déjà prévu depuis un petit temps, on les a eu au PTT, donc c'est un travail, je pense, surtout qu'aux deux endroits nécessaires, tout simplement pour la qualité de jeu des enfants. Et donc, pour Villers, on est à 19 500 euros TVAC, et pour Marbizou à 25 000 euros TVAC. Michel. Oui. 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 Le point suivant. Approbation des conditions et modes de passation de marché pour les auteurs de projets pour les plans PIC PIMACI 2022-2024, ici 2024 pour les aménagements de voirie. Philippe? En gros, c'est la suite. Donc, nous avions commencé par la rue du Culot, où l'étude était en cours, et la route, je dirais, la rue de Sarre, c'est la rue de Villers-Sassard, avec la fameuse piste cyclable. Donc, cette partie-là est déjà bien avancée. Et maintenant, c'est la suite, c'est tout simplement la rue de Piromont qui est à rénover complètement, et la rue de la Houlette qui est à rénover également. Donc, c'était ce qu'on avait prévu dans le PIC-Massy, il y a quelques mois. Donc c'est tout simplement, ici, on vote pour la procédure du choix du bureau d'études. Et donc on est pour un budget estimé à 120 000 euros TVAC, avec une partie qui est subsidiée évidemment, et les travaux sont estimés à un montant global de 1 975 000 euros.
Et là, c'est hors TVA. Question, remarque? Michel? Oui. 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 Oui, aussi. Le point 13, marché public conjoint et centrale d'achat. Donc, dans la suite logique de ce que nous avions déjà passé lors d'un précédent conseil communal, il s'agit ici de déléguer au collège communal pour les dépenses extraordinaires dont le montant est inférieur à 30 000 € hors TVA et pour les dépenses ordinaires. Une délégation à la directrice générale pour les dépenses extraordinaires dont le montant est inférieur à 2 500 € hors TVA et pour les dépenses ordinaires dont le montant est inférieur à 5 000 € hors TVA. Et ceci concerne les marchés publics conjoints et les centrales d'achat. Donc on complète la délégation par rapport au marché public que nous avions passé lors d'un précédent conseil. Anne-Michel? Oui. 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 Le point suivant, il s'agit de la politique d'activation de logements inoccupés. Madame Elavassi, vous avez la parole. Oui, merci. Le point qu'on a déposé avec mon collègue Pierre Vout, mais qui n'a pas su être là aujourd'hui, concerne les logements inoccupés. Donc on en avait déjà discuté ici au conseil communal. L'idée, c'est bien d'inciter les propriétaires qui ont des logements vides, inoccupés, à les remettre sur le marché locatif ou de la vente. Et l'idée, c'est qu'on a quand même des difficultés sur l'accès au logement. C'est un des droits les plus en difficulté ici à Villers-la-Ville, selon le diagnostic du plan de cohésion sociale d'ailleurs. Il y a aussi la problématique de l'artificialisation des sols, et donc il y a quand même un vrai objectif, un vrai intérêt à réutiliser l'existant plutôt que de construire plus, et puis à pouvoir, donc ça c'est une question d'optimisation spatiale, et donc ça c'est quand même quelque chose qui est mis en avant maintenant par la région. C'est un concept que la région a mis dans le code de développement territorial qui est passé récemment, porté par le ministre Borsu. Et donc voilà, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là, à la fois la question de remettre des logements sur le marché, et puis l'idée qu'il faut d'abord privilégier l'existant plutôt que la construction et donc l'extension en fait des terres artificialisées. Donc l'objectif ici, c'est d'inciter, et j'insiste sur inciter les propriétaires qui ont un ou plusieurs logements inoccupés à les remettre sur le marché locatif et de la vente. Et donc il y a bien sûr la fameuse taxe logement, on en a une mais qui n'est pas sur le logement inoccupé, qui existe mais qui n'est pas applicable. J'avais parlé un peu avec l'administration et on m'avait dit que la taxe en l'état était très très compliquée. On avait déjà discuté l'autre fois à lever, notamment parce qu'il y a une difficulté à identifier les logements inoccupés. C'est extrêmement compliqué à faire. Et donc il y a ça, et la logique aussi, donc il y a la taxe, mais avant d'arriver à la taxe, nous, on trouvait quand même aussi important qu'il y ait une place pour la discussion, pour le dialogue avec les propriétaires. Une fois qu'ils sont identifiés, il ne s'agit pas de mettre une taxe pour dire, voilà, on fait rentrer de l'argent. Non, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de remettre le logement sur le marché. Donc, avant tout, il y a une discussion qui doit s'engager, à notre sens, entre la commune et le propriétaire pour voir ce qui est possible. D'abord, il y a des propriétaires qui sont dans des situations compliquées, tout simplement. Et puis, il y en a qui n'ont parfois pas conscience, en fait, que leur logement est vide et se dégrade et nuit potentiellement, parce que c'est ça aussi l'idée. Derrière un logement vide, il y a toute une série d'externalités négatives, en fait, pour la société, que ce soit des questions tout simplement d'insécurité, d'insalubrité. C'est pas toujours très attractif d'avoir comme ça des logements qui se dégradent potentiellement pendant des mois. Et donc, concrètement, la décision, c'était, donc le projet de délibération, ce qu'on demande, c'est au conseil communal de décider, d'une part, de charger le collège communal de signer les accords d'échange de données permettant d'identifier les logements inoccupés. Donc,
Pour rappel, la région wallonne a mis en place un outil qui permet aux communes, en signant, parce que c'est bien encadré évidemment pour des questions notamment de RGPD, mais pas uniquement, des accords peuvent être signés entre la région et les communes pour avoir accès à des données sur l'utilisation de l'eau et de l'électricité. Donc il y a des seuils qui ont été définis par la région et donc la commune peut avoir accès une fois par an, c'est quand même très encadré, à ces données-là. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, de charger l'administration de proposer au collège communal, puisque voilà, c'est l'administration qui va le faire, une nouvelle procédure pour activer les logements vides et qui laisse la place au dialogue avec les propriétaires. Donc c'est ce que je disais, la procédure arrive jusqu'à la taxation, mais avant la taxe, il y a une nécessité, nous semble-t-il, d'avoir un espace pour le dialogue. Et 3, de charger le collège communal, puisque c'est vous qui fixez l'ordre du jour du conseil, de soumettre au conseil communal un règlement de taxe communale avec l'objectif de remettre sur le marché locatif et de la vente des logements inoccupés. Parce que bien sûr, on n'arrivera pas à les remettre tous sur le marché comme ça. Je veux aussi préciser que c'est un levier, mais ce n'est pas le seul levier par rapport aux questions de logement. C'est un levier qu'on peut activer et qui était un peu dans l'actualité puisque récemment la région a mis en place un outil qui permet de le faire. Mais bien sûr, pour l'accès au logement, il y a bien d'autres enjeux et ce n'était pas l'objet du point ici. Donc voilà. Marc. Voilà, merci. Voilà. Donc le logement inoccupé. Voilà, comme Nadia l'a dit, depuis septembre 2022, la région wallonne a donc voté 3 nouveaux arrêtés d'exécution qui permettent de lutter contre le logement inoccupé. Cette réforme oblige justement à échanger les données entre les gestionnaires de réseau qui sont l'eau et l'électricité à raison de 15 mètres cubes de consommation par an pour l'eau et de 100 kW d'électricité par an. Voilà, donc dès qu'on enclenche ce processus, eh bien, vous déclarez que le logement est inoccupé. Ça veut dire qu'alors, après la région vous donne la législation vous donne 3 outils, qui sont la gestion, soit qu'elle est volontaire, soit qu'elle est juridique. Si la gestion n'aboutit pas, je veux dire, de commun accord avec le propriétaire, on n'arrive pas sur la taxe politique, mais on arrive à l'amende administrative. Alors, la commune de Villers-Saville a un Voltac qui a été voté en 2019, comme vous le savez, qui n'est pas toujours applicable. Et donc, elle s'élève cette taxe à 60 € pour le mètre courant la première année, 120 pour la deuxième année et 180. Et vous multipliez ça par le nombre d'étages que vous avez à votre bâtiment. Si la gestion ne se passe pas bien dans le cas où l'on vote cet échange de données, on arrive donc à l'amende administrative, donc on n'est plus dans la taxe, on est dans le deuxième outil qui nous permet de lutter contre le logement inoccupé, avec une amende qui va de minimum 200 € le mètre courant et qui se chiffre entre 500 et 12 500 € d'amende administrative. Troisième outil que la région vous donne aussi, c'est de créer une association du droit au logement. Alors là, c'est un peu le fil juridique. Qui fait partie de ces associations? Est-ce que c'est des riverains? Est-ce que c'est des politiques? Est-ce que ce sont des gens qui ont envie de régler leurs comptes avec leurs voisins? Et elle aura une entité juridique, cette association de droit logement, et elle aura le droit d'attaquer le voisin ou la personne qui a du logement inoccupé, parce que, comme elle a une entité juridique, mais si ça va passer vite, elle peut se retourner, parce que cette loi qui s'applique aux échanges de GRT peut se faire par les opérateurs immobiliers qui, dans ce cas-ci, sont le CPS, ça peut être le CPS, les communes, les AIS, les sociétés de logements sociaux. Si elle estime que ça va pas assez vite, elle peut se retourner et intenter en justice contre la commune. Je trouve que juridiquement, ça devient vraiment, je veux dire, un peu une politique de réquisition. Alors, je dis, comme vous le dites, le droit au logement, c'est un droit que tout le monde doit avoir, et c'est vrai que Villers-Saville, on est un peu victime de cette belle commune avec l'attractivité, avec une explosion du prix de l'immobilier, et le logement devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Donc, on estime que cette véritable politique de réquisitionnement, d'action en justice, n'est guère engageante pour tout élu que nous sommes. C'est vrai que que ce soit la taxe ou la
ça motive les gens, ça nous motive à la réhabilitation et la réintroduction du logement, que ce soit la taxe ou l'amende immobilière. Alors, il faut savoir qu'un logement est présumé occupé si il est en cours de réhabilitation, s'il y a un permis d'urbanisme, si vous avez justifié par des factures un devis que vous avez l'intention de réhabiliter ce logement. Donc c'est des plus présumés occupés. Ce logement, s'il y a permis, devis, c'est un logement qui est plus présumé occupé, il devient occupé. Donc tous les logements où vous voyez des travaux, et malheureusement ne rentrent pas sur ce décret. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous demander de choisir soit de rester comme on est avec une taxe logement, soit de partir sur la perception de l'amende administrative sur les logements inoccupés. Voilà, parce que c'est un peu ça, parce qu'à partir du moment où on active les échanges RGPD avec les 15 000 PIB et tout ça, et vous entamez tout le processus. Donc soit ça se termine très vite et les gens sont d'accord pour faire une gestion, soit on est parti. Parce que c'est le collège qui est en charge de déposer les plaintes et tout ça, faire le recrutement, l'inventaire et tout ce qu'il y a. Donc là, vous chargez le collège d'une mission qui n'est pas... Voilà. Et je pense que Villers a dit, des logements inoccupés, il faut en trouver, et s'il y en a... Il y en a beaucoup. Oui, mais voilà, on peut faire l'inventaire. Je suis sûr, on a fait l'inventaire nous-mêmes, et je suis sûr qu'il y a soit des ventes qui viennent d'être faites, soit des gens qui sont en train de réhabiliter. On a même trouvé une place à Marquisou où la personne est dans l'hôpital psychiatrique depuis 3 ans, mais j'espère que si on applique la loi, elle va revenir, elle aura plus son logement. Voilà. Il n'y a rien qui est dit, il y a un vide juridique qui me semble un peu énorme. Voilà. De plus, imaginons qu'on trouve une collaboration dans le dialogue et tout. On va charger la commune, les administratifs, de faire, parce que si les gens ne savent pas réhabiliter eux-mêmes leur logement, ils vont demander à la commune de financer les logements. Et on peut aller chercher après les loyers au prorata d'investissement. On va charger les communes de lancer des marchés publics, de lancer toutes les procédures administratives, de payer l'architecte, le maître d'œuvre et tout ça. Vous trouvez ça normal? C'est une commune qui doit faire ça? À mon sens, pas du tout. Voilà, donc ce que je vous propose, moi personnellement, c'est de ne pas suivre la motion aujourd'hui et de rester sur la taxe logement parce que ça va entraîner une pléthore de travail pour les administratifs. Et je pense qu'il y a peu de logements, voire pas de logements inoccupés sur notre commune. Voilà. Oui, voilà, je prends. On s'est renseigné aussi, il y a la commune de Puy, un tout en œuvre, ça a pris un temps exceptionnel pour le résultat, un logement. Alors oui, c'est un logement, d'accord. Ok. Oui. Deux choses. D'abord sur la convention avec la région, l'Union des villes et communes en fait, parce que c'était pas cette convention-là n'est en effet pas destinée à la taxe, hein, n'est pas destinée à des... Il n'y a pas une fin fiscale. L'Union des villes et communes wallonnes a fait une convention à proposer à la région uniquement à but fiscal. Donc ça c'est disponible, je veux bien envoyer le lien. Sur le site de l'Union des villes et communes. Et par rapport à la taxe, je veux quand même préciser, elle n'est pas levée, hein, cette taxe ici. Il y a un texte qui a été voté par un conseil communal, je ne sais pas en quelle année exactement, hein, je n'ai pas ça en tête, mais j'ai vérifié dans le 2019, et voilà, dans les budgets, elle n'apparaît pas ni au budget ni au compte, donc il n'y a pas d'enrôlement en fait. Hein, ça, donc, bon voilà, elle est votée, mais elle est inexistante en fait. S'il n'y a pas de cas, s'il n'y a pas de cas qui rentre dans le cadre de la taxe, on ne sait pas vos obsèques. Sur les dernières années, ici sur les derniers mois, il y avait 3 logements qui posaient problème. Il y en a eu un premier pour lequel, après réaction du service et de moi-même, le logement est mis en vente.
Le deuxième est en cours de rénovation. Et le troisième, malheureusement, il faut passer par une désignation d'un administrateur de biens. Donc, de logements qui rentrent dans le cadre de la taxe, il n'y en a pas. Parce que des logements vides, oui, il y en a. Oui. Entre deux déménagements, pendant des travaux, pendant le temps de la construction, mais pas suffisamment longtemps que pour avoir et pour relever la taxe. C'est tout. Maintenant, si vous voulez me dire qu'il y a tel et tel endroit où il y a des problèmes, moi je veux qu'on fasse une petite liste, hein, le cas échéant, je n'ai pas de souci. Hein. Je pense que c'est pas le rôle du conseil communal d'aller faire la délation pour savoir où il y a des logements qui sont éventuellement vides. Oui. Oui, donc je fais quand même un rappel parce que j'ai l'impression qu'on a un peu zappé la première partie. Il y a quelques mois, on a eu une conversation sur les logements inoccupés ici d'ailleurs, et déjà un peu sur ce sujet, cette convention, et sur la taxe. Et Robin avait en fait parlé de l'accès au logement, et moi j'avais enchaîné sur le logement inoccupé parce que j'avais demandé à l'administration s'ils avaient un registre, un relevé des logements inoccupés. L'administration m'a fourni un document qui était une liste des logements où il n'y avait pas de domiciliation. Okay, donc ce n'est pas du tout la même chose, puisque si vous avez une seconde résidence, voilà, il y a plein de raisons, en effet, vous êtes en train de déménager, vous faites des travaux, il y a plein de raisons qui font qu'on n'est pas domicilié dans un logement, mais qui n'est pas inoccupé, qui n'est pas vide, abandonné, etc. Donc une liste, voilà, forcément longue, impossible d'aller vérifier tout ça un par un. Je comprends bien que l'administration n'a pas le temps de faire ça. Il faudrait plusieurs agents pendant des semaines pour y arriver. Et donc, lors des discussions sur ce document, parce que moi j'étais étonnée, je me dis, il n'y en a quand même pas autant, parfois 5, 6 d'affilée dans une rue, ça me semblait bizarre. Et donc, lors des discussions, ce que l'administration m'a dit, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens, aujourd'hui, de contrôler, de se rendre compte, d'identifier les logements inoccupés. Donc si la taxe n'est pas appliquée, il ne faut pas faire croire que c'est parce qu'il n'y a pas de logement inoccupé ici à Villers-la-Ville. On estime qu'il y a 130 000 logements inoccupés en Wallonie, et il y en aurait 0 à Villers-la-Ville. Qui peut croire ça? Et donc, si la taxe n'est pas appliquée, c'est parce qu'en réalité, l'administration ne sait pas identifier les logements inoccupés. Et donc, l'objectif ici, c'est ça, c'est de pouvoir les identifier. Alors, j'entends bien, il y a des raisons, et on peut tout à fait discuter une convention ou l'autre. Voilà, peut-être que j'aurais dû mettre le lien vers la deuxième convention dans le point pour que ce soit très clair. On peut tout à fait discuter sur l'aspect purement philosophie politique, est-ce qu'il vaut mieux préserver absolument le droit des gens à faire ce qu'ils veulent de leur logement, ou est-ce qu'il faut mieux prendre en compte l'intérêt général? Et là, c'est des questions réellement de vision politique, et c'est bien normal qu'on n'a pas forcément tous la même vision, même au sein d'un parti, ça peut varier d'ailleurs, mais il me semble quand même que dire que la taxe n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas de logement vide, c'est un petit peu... voilà. Comme vous l'avez dit, la liste que vous avez reçue, que vous l'avez demandé au service population pour les gens pour les maisons pour lesquelles il n'y a pas de domicile. Non, je n'ai pas demandé au service population. Vous le savez très bien. Vous venez de le citer il y a 2 minutes. Non, je n'ai pas... Non, ça il ne faut pas mentir. La manière dont ça fonctionne, non. La manière dont ça fonctionne, et je n'ai pas de problème à le montrer, je l'ai sur mon ordinateur, tout le monde ici peut le confirmer. Quand on demande un document à l'administration communale, on a un formulaire à remplir, on met notre nom, notre prénom, etc. Ce qu'on demande, on l'envoie à la directrice générale, à la secrétaire de la direction et au bourgmestre. Donc moi, je n'ai rien demandé au service population. Hein. Je vous l'ai demandé à vous, et vous m'avez envoyé une liste qui venait du service population avec la liste des habitations où il n'y avait pas de domiciliation. Donc ce n'est pas ça que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé un registre des logements vides, inoccupés. Je vais reprendre votre demande de copie de pièces de façon à bien... je ne sais
sais pas accéder à votre boîte mail ici, mais on vérifiera, parce que l'intitulé de la demande était très clair par rapport à ça. Parce que, au niveau de la commune, il y a 600 personnes tous les ans qui rentrent qui viennent s'inscrire dans notre commune. Donc ça veut dire que les logements, là, ils restent inoccupés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire entre le moment de l'inscription et le moment où le policier passe. Il se passe parfois plusieurs mois, parce que la quantité de travail est là. Et donc, ce ne sont pas ces personnes-là qui sont concernées par les logements inoccupés, ni ceux qui sont en mutation, ni ceux qui sont en travail. Et donc, je maintiens, et il ne faut pas confondre, ça c'est bien l'esprit, hein, de venir avec ce qu'on connaît dans les grandes villes. Je maintiens que ici, en tout cas connu, et je suis prêt à faire le tour, à une exception près, le tour des rues, il y aura 1, 2, 3 cas, à ma connaissance il y en a qu'un, de logements inoccupés en tant que tels, qui rentrent sous cette configuration-ci. Donc, à un moment donné, il faut quand même bien se rendre compte que c'est un déploiement d'énergie. On l'a vu à Ytre, Marc l'a bien incité, ils ont fait toute la procédure pendant 1 an et demi, en engageant du personnel qui ne s'occupait que de ça, et ils ont eu pour Ytre un logement également, qui rentrait dans les conditions. Jean-Pierre ou Jean-Paul? La plupart des logements qui sont inoccupés maintenant, pour moi, ils appartiennent à la commune ou à l'État. Il y a 2 presbytères qui sont vides depuis des années qui appartiennent à la commune, et il y a une gendarmerie qui est vide aussi depuis des années qui appartiennent à l'État. Allez, comment ça s'appelle ça, l'État? À la régie, voilà, qui appartiennent à la régie. Pour le reste, moi je ne vois pas tellement... c'est vrai que pour se prononcer là-dessus, ce serait intéressant de savoir s'il y a beaucoup de logements inoccupés, mais moi, à ma connaissance non plus, il n'y en a pas beaucoup, sauf ceux que je vous ai dit, les 2 presbytères qui sont vides, où il y a peut-être, je ne sais pas où ça en est au niveau des tractations et au niveau de, est-ce qu'on va les vendre, est-ce qu'on va les louer, est-ce qu'il y a des travaux qui sont en cours, j'en sais rien. À la gendarmerie, c'est la même chose, il y a 3-4 logements là, qui sont, depuis que la gendarmerie a été... c'est vide. Voilà. Comme tu le dis très bien, ce sont des logements qu'on peut considérer, qu'on peut dire qu'ils sont inoccupés. Mais malgré tout, ils ne rentreront même pas dans la problématique dont on parle. Pour les 2 presbytères, on a encore eu une réunion avec M. Temmerman, je vous cite parce que c'est une personne publique qui gère justement le patrimoine ecclésiastique quelque part et toutes les relations avec les familles d'église et ce genre de choses. On va recevoir d'un moment à l'autre, et c'est d'un jour à l'autre, c'est peut-être sur mon mail cet après-midi, parce qu'il a bien dit que c'était une question de jour, leur avis, leur autorisation de désacraliser les cures, et que donc tant qu'on n'a pas cette désacralisation, mais là je peux dire que le retard, là, il n'est pas de notre côté, parce que les premières réunions ont eu lieu avant Covid, où on avait demandé de savoir ce qu'il advenait de ce qu'on pouvait faire avec ces cures. 1. Et 2, pour la régie des bâtiments, il faut savoir que depuis, à mon avis, les réunions ont eu lieu pendant le Covid également parce que c'était en visioconférence. Ils sont en train de diviser parce que le dernier gendarme qui avait droit à l'utilisation d'un logement est parti à la pension. Il y a d'autres logements qui étaient sous réserve d'occupation par des policiers sous ancien statut. Et aujourd'hui, depuis le Covid, donc ça fait au moins 1 an et demi, la régie des bâtiments est occupée à diviser le bien pour pouvoir le vendre. Donc il ne rentre même pas dans le cadre non plus. Sachant qu'il y a une difficulté, c'est que le commissariat en tant que tel est toujours le commissariat et propriété de la zone. Et pour la petite histoire, il a fallu quand même regarder d'un point de vue juridique parce que la parcelle sur laquelle il y avait le logement lorsqu'il y a eu le transfert de propriété des anciennes gendarmeries vers les zones de police, la parcelle cadastrale sur laquelle il y a les logements, pour reprendre l'expression en tant que telle, a été transférée aussi par erreur à la zone de police. Mais c'est une erreur matérielle
qui est passé entre les mailles du filet au niveau des arrêtés ministériels. Jean-Paul. Oui, d'abord, je dois vous dire que je voterai non. Cette interpellation démontre votre méconnaissance de l'habitat à Villers. Mon expérience, j'ai des locations depuis 20 ans à Villers et maintenant j'ai fait 18 logements. J'ai eu 3 mois de vacances locatives, donc changement de locataire, comme Emmanuel vient d'expliquer. Donc des bâtiments vides, je ne crois pas qu'il y en a à Villers. De plus, la plupart des propriétaires qui mettent en location sont des Villersois. Vous voulez peut-être les enquiquiner, je me demande si c'est pas ça que vous cherchez. Si d'après vous, il va manquer des logements, étant donné ce qui reste comme zone à bâtir, et si on suit votre avis, on devra construire sur des terres agricoles. C'est peut-être ça que vous souhaitez, mais enfin, ce n'est pas mon avis. Pas le plan cadastral. Rien compris. Il y a le plan cadastral, on ne peut pas construire sur des terres agricoles. Hein, eh bien oui, mais enfin, bon, puisqu'il n'y a plus de possibilité de construire et qu'on veut faire des interpellations comme on fait, et à tout prix faire des logements, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ou alors... Il faut peut-être relire le point que j'ai déposé, on l'a tous reçu dans notre boîte. Une des choses qui est mise et que j'ai d'ailleurs dit comme argument, c'était justement d'utiliser l'existant plutôt que de continuer à construire. Donc, ça n'a pas de sens. Croyez-moi que l'existant, j'en fais l'expérience et j'ai beaucoup de connaissances. On n'est jamais vide. 3 mois de vide en 20 ans. Donc je voterai non sur ce projet et je pense que c'est encore une interpellation que vous faites pour pouvoir vous montrer, mais ça n'a aucun sens. Et le but de cette politique qui a été faite par la région wallonne était pour dans des villes, mais pas dans des villages. Chez nous, on est à 0 vide. Tout est occupé. Alors je ne sais pas où vous voyez des bâtiments vides ici à Villers. Si vous interpellez pour ça, dites-tout. Où est-ce que vous trouvez des bâtiments vides à Villers? Mais je pense que je n'ai pas à aller citer des logements particuliers. Je trouve que c'est vraiment très indélicat. Non, non. Ça va être le but de votre proposition. Non, une politique, c'est pas cibler une personne. Ça, je suis désolée. Ça, c'est pas de la politique. Ça s'appelle des petits arrangements, des petits. Non, si un bâtiment à vide, vous ciblez une personne. Mais je ne vais pas dire, je ne vais pas vous faire un relevé. Déjà, je viens de dire que c'est compliqué de le faire et c'est pour ça que je dépose le point. Donc, franchement, il faut quand même. Voilà. Mais d'identifier les logements inoccupés. C'est l'objet du point, en fait. L'objet du point, c'est pouvoir identifier les logements inoccupés. Alors après, j'ai bien des logements en tête, mais je ne vais pas vous faire une liste maintenant des logements... Il faut marcher un petit peu dans les villages. Les surfaces qui restent à bâtir et les bâtiments, c'est pas possible. Ah, parfait. Moi, j'en connais bien une. J'ai presque 30 ans, j'ai toujours connu vide. Voilà. Ouais. D'autres remarques? Je suis socialiste, je m'en fous tout le temps. Anne-Michel? Non. Oui. 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 Non. 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 Et non. Voilà qui clôture notre jour. Y a-t-il des questions? Alors, ça va être 2 fois pour des travaux, donc je m'adresse à Philippe. Alors d'abord, oui, des habitants du vieux chemin à Sardes-Mavines sont en train de se poser des questions par rapport à la durée des travaux. Et ils aimeraient bien savoir où ça en est, est-ce que ça va avancer, qu'est-ce qu'il en est de l'avancée des travaux pour le vieux chemin à Sardes-Mavines. Qu'on soit clair, ce qui s'est passé au vieux chemin est un véritable scandale. Inbewe, qui était notre meilleur impétrant pendant des années, a eu un nouvel entrepreneur qui a eu le marché, qui est une société néerlandophone du Limbourg, qui a travaillé de manière catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est un euphémisme. De toute ma carrière déjà des travaux, c'est le pire de ce que j'ai vu. Donc, nous avons fait un PV de carence à Inbewe, qui pour finir a fait un PV de carence à l'entrepreneur, et nous avons bloqué Inbewe sur tous les chantiers de la commune pour le moment, tant qu'ils n'ont pas mis le vieux chemin en règle.
Ça veut dire que le chantier rue des Savoyards est bloqué, que le chantier rue Grosse-Boule est bloqué. Je devais avoir aujourd'hui une réunion avec la direction d'Inbewe. Malheureusement, un problème familial m'a empêché d'être présent aujourd'hui. Cette réunion est reportée à début mai. Inbewe veut renouer les relations. Quand je pense Inbewe, c'est surtout la partie haut, veut renouer les relations pour avoir un meilleur travail. Nous avons également tapé sur la table, pas sur le vieux chemin, mais sur une dalle en béton, la rue de Tébé qui bougeait, qui ne voulait pas réparer et s'est monté dans les tours, que ce soit Manu ou moi-même, nous avons tapé sur la table et nous avons à un moment fait bloquer les travaux la rue du vieux chemin parce que ce qui était fait n'était pas fait dans les règles de l'art. Donc ici, je pense qu'ils ont compris, on est tous les jours, ils sont en train de tarmaquer maintenant, de remettre en état, on est tous les jours sur place pour surveiller le travail. Nous avons également, on sait bien qu'on est tenu par les marchés publics, mais nous avons fait clairement comprendre à Inbewe que cet entrepreneur-là ou ces équipes-là, on ne les voulait plus. C'est du jamais vu. Enfin, allez, il y a 22 ans que je suis à la commune, même du temps de Jean-Pierre, on n'a pas eu une seule équipe. J'ai juste un petit élément complémentaire, parce que tu as parlé du délai. Mais je pense qu'en ce qui concerne le délai de durée des travaux, ils sont toujours dans le délai. Je pense que de ce côté-là, ils sont toujours dans le délai. Ils sont dans le délai. Le seul problème qu'ils ont fait, c'est que l'entreprise n'a rien respecté du cahier des charges. Ça veut dire qu'elle bloquait les riverains alors qu'elle ne pouvait pas les bloquer. Il y a des riverains qui ont attendu des jours pour rentrer chez eux. C'était inacceptable. Ils ont bloqué complètement la route pendant plusieurs jours. Ce n'était pas accepté dans l'arrêté de police. Et je peux énoncer. Ils ont mis du tarmac sans mettre de fondation. C'est du n'importe quoi. Ils ont bouché des avaloirs au tarmac. Donc, enfin, la liste, c'était dans ce... Tu ne dois pas me convaincre, hein. J'entends bien qu'il y a un problème. Hein. Mais par contre, ils sont dans le délai parce qu'il faut savoir que lorsqu'on change une conduite, on met d'abord la conduite, ça c'est technique, sur toute la longueur, et puis il y a tous les retournements à chaque maison. Il faut se rendre compte que le vieux chemin, le chemin du Bas de Bordeaux, et toute cette partie, il y a un gros paquet de maisons, donc il y avait quand même 1 à 2 mois de raccordement. Donc que les travaux ont duré. On est aussi tombé dans la période d'hiver où il y a eu quand même un peu d'intempéries aussi, mais enfin, la manière de faire, c'est qualifiable. Robin, tu avais une deuxième Oui, question? c'est par rapport aux travaux du quartier Saint-Roch. Voir où ça en est. Apparemment, l'entrepreneur voilà. Rue Saint-Roch, il y a 2 choses. Le gros des travaux est terminé. La rue Saint-Roch, Tienne Saint-Roch, et même la partie de la rue Sarre qui a été faite, c'est fait. Nous avons eu un moment un petit litige concernant ce qui était à payer au bas de la rue Saint-Roch et de la rue Deltan, qui a été, je veux dire, levé entre Inbewe, la SPGE et la commune, parce qu'on a cru que la commune était bon samaritain, je pense que chacun devrait prendre sa part. Donc ce problème est réglé, donc l'entreprise va continuer maintenant les travaux sur cette partie-là. Il y aura quand même un gros désagrément, puisque pendant quelques jours, la rue de Torde sera fermée, et on devra malheureusement faire des déviations pour des raisons techniques. Mais je vais dire, en gros, les travaux, il y a quelques détails à reprendre, mais ces travaux se sont quand même très bien déroulés. L'entreprise, à un moment, nous avait proposé, il était prévu l'équipe de travailler jusqu'au mois de septembre. Ils ont proposé, même si c'était une contrainte supplémentaire pour les riverains, de mettre 2 équipes et d'aller beaucoup plus vite. Donc les riverains ont été peut-être impactés un peu plus à un moment, mais beaucoup moins longtemps. Et je crois qu'au final, c'était gagnant. Donc c'est quand même un dossier, parce que Tienne Saint-Roch, c'était loin d'être un cadeau. Joël en est bien conscient. Tienne Saint-Roch, je vous avoue que j'ai eu quelques millions en plus que c'était en route. On a juste eu un problème d'une erreur de l'entreprise qui a fait bouger la ligne d'un privé et où les assurances sont. Ok, ça va. Merci. D'autres? Jean-Pierre? Oui. On risque de toujours revenir avec ça. J'ai vu plusieurs fois devant le conseil communal, mais si je le fais, c'est à la demande de beaucoup de riverains. C'est au sujet des cimetières qui sont dans un état déplorable. Il y a celui de Marbais passe encore, mais les autres, celui de Tilly, c'est un bourbier pour l'instant, et il y a des herbes épouvantables. Il y a plein de gens qui se plaignent. Non. Voilà.
je le signale et Voilà, On là, peut- il y a on une peut que- simple à remplir. vous comprenez ou vous ne comprenez pas. mais On en tout peut, cas, on ne peut que partager la nostalgie du temps où on pouvait les entretenir facilement et à bon marché. C'est la région qui nous impose ça, c'est pas nous. Hein. Tu comprends bien que moi, en tant qu'agriculteur, j'aimerais bien avoir des allées toutes nettes et pas des allées partout. Hein. Mais on nous l'a imposé. Moi, je t'avoue que c'est à refaire. oui, mais J'aimerais autant faire un système comme on a par exemple en Angleterre ou en Écosse, parce que j'étais dans des cimetières là-bas, où tout est enherbé et on met juste une pierre droite. Parce que ici, les contraintes, on peut plus pulvériser, on doit enherber, c'est une imposition, les allées, on enlève sur des cailloux avec des principes. Moi, je suis désolé, je suis un agriculteur, on ne sait pas avoir de la belle herbe sur des cailloux et des tabliers. Hein. Oui, mais Philippe, je veux bien t'entendre, mais il y a des solutions. Hein, c'est tout. Oui. Il y a des solutions pour les allées. Et laisser l'herbe, c'est bien, mais il faut la tondre alors. Donc il faut, Je vais voir quand même être faut des clair. moyens complémentaires. exactement. J'ai été voir- Je connais des cimetières qui sont tout à fait en herbe. Mais c'est tondu, c'est propre. Ici, c'est pas le cas. Faut que ça pousse. Maintenant, je peux même te dire que j'ai Je répercute ce qu'on me demande devant le conseil communal parce que Tu fais beaucoup bien. de gens me le demandent. Tu fais bien, tu fais très bien de le relayer et les messages seront passés pour essayer d'améliorer les choses. Sans aucun problème. Je tiens quand même à préciser que j'ai été voir pas mal de cimetières dans d'autres communes pour voir comment ils faisaient, parce que c'était un problème majeur, et le problème est le même partout. Hein. Moi, on m'a donné un cimetière ici dans le coin, je ne citerai pas la commune comme exemple. Quand je suis été dedans, j'étais aussi député que toi. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous proposer de lever la séance et vous souhaiter une excellente soirée.